Bonjour, je suis Sarah, bienvenue dans le bal local. C'est moi qui serai votre chef d'orchestre pour les minutes qui vont suivre. Psst, par ici, le bal local va commencer. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour aborder ensemble la thématique du freelancing. Ce mouvement a un impact positif sur l'économie de notre pays et que nous sommes plusieurs milliers à rejoindre chaque année transforme nos modes de vie. Alors nous avons une idée. Vous voici maintenant entraînés dans le bal local, l'événement qui rassemble freelance, entreprises et acteurs qui contribuent à la transformation du monde du travail. Dans un rythme bienveillant et intimiste, découvrez avec nous les styles de vie, anecdotes et points de vue de ces hommes et ces femmes. Attention, le bal local est déclaré ouvert. Bonjour Françoise, merci de rejoindre ce bal local pour une nouvelle danse. Nous sommes ravis de clôturer cette série de podcasts en couverture de la journée du freelance avec vous. Nous allons parler ensemble de la transformation du monde du travail et faire un petit débrief sur cette journée entièrement dédiée au freelance. Est-ce OK pour vous ? Merci beaucoup Sarah, bonjour. Bien sûr, donc je suis à votre écoute et à votre disposition. Nous allons tout d'abord commencer par une petite présentation. Donc, qui êtes-vous ? Présentez-vous votre parcours et que faites-vous aujourd'hui professionnellement ? Alors, donc je travaille depuis 9 ans maintenant, c'était en septembre 2010, à la médiation des entreprises, où je suis responsable du pôle acheteur charte et label, sachant qu'en 2010, il n'existait que la charte et qu'on a développé le label ensuite en 2011-2012. Et j'ai pris cette mission après avoir fait une bonne quinzaine d'années dans ma carrière professionnelle comme directrice des achats dans des grands groupes. J'étais chez Valeo, chez Disney, chez Vivendi Universal, la directrice achat du groupe, et ensuite à la Banque Populaire, directrice achats moyens généraux et immobilier. Et puis après, j'avais créé mon cabinet conseil et où finalement j'avais fait réaliser l'émission par des freelances. Donc je connais très bien le monde des freelances. Alors bon, ça remonte à il y a une dizaine d'années, mais voilà, j'avais choisi cette manière de m'organiser pour des missions où j'avais plutôt développé la practice achat, parce que c'était dans la continuité de ma carrière et du carnet d'adresses que j'avais pu avoir avec des directeurs achats. Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu mieux vos missions actuelles de votre métier ? Alors, à la médiation des entreprises, comme l'indique son nom, il y a tout un pôle qui gère les saisines en médiation individuelle, collective ou de filière. Donc là, je dirais mes collègues voient plutôt les différents et les mauvaises relations entre les clients et les fournisseurs. Alors moi j'ai la chance d'être plutôt sur la belle partie des choses en étant en charge de l'excellence achat et de responsabiliser les acheteurs sur leur pratique achat avec deux dispositifs. Un qui est la charte pour des relations fournisseurs responsables qu'on avait élaboré fin 2009, pour laquelle les premières campagnes d'adhésion ont eu lieu en 2010. Et on a le bonheur que ce soit une charte qui vive et qui continue de se diffuser dans le tissu économique. Presque toutes les semaines, on enregistre encore de nouvelles adhésions et on est maintenant à plus de 2000 organisations qui ont adhéré, des grands, des moyens, des petits, des tout petits, dans l'industrie, dans les services, dans le privé, dans le public. Donc voilà, c'est une sorte d'échantillonnage parfait de l'économie française. Donc on est très content quand il y a des cérémonies de signature. Les gens souvent préparent, se renseignent, ont des débats en interne, vérifient leur état de maturité. Donc c'est de plus en plus réfléchi et c'est en tout cas un engagement toujours loyal de faire au mieux. Alors évidemment pas parfaitement, il y a 10 engagements de principe d'achat responsable, mais au moins d'être dans un plan d'amélioration continue. Et puis en 2012, on a prolongé en fait cette offre autour de la charte avec un label. Le label est un moyen officiel d'évaluer son niveau de maturité et ses pratiques en faisant venir un évaluateur tiers externe, en préparant son dossier sur la base d'un référentiel qu'on a publié, qui est à disposition gratuitement. Donc je dirais il y a toute une partie pédagogique dans une logique de service public, donc rien n'est payant et tout est accessible à tout le monde sur le site
de la médiation et un site dédié qu'on partage avec le Conseil national des achats qu'on a créé exprès pour la charte et le label qui s'appelle www.rfar.fr. RFAR, c'est l'acronyme de relations fournisseurs et achats responsables. Et donc les organisations désireuses de se faire évaluer, candidates au label, nous présentent le rapport fait par cet évaluateur tiers externe, qui est donc la photo finalement de l'état de l'art. C'est accompagné d'un plan d'action, donc on valorise beaucoup, c'est pour ça qu'on dit la charte elle engage et le label encourage, parce que y a le plan d'action, donc ils sont pas forcément probants sur tout, ils peuvent être de manière très incomplète, très partielle, en cours de route sur certains des critères. Bon, il y a quand même 15 critères, 150 questions. Bon, c'est quand même beaucoup de travail que de préparer son dossier de candidature. Et évidemment, ils sont pas parfaits partout. Et dans ces cas-là, dès qu'on détecte un point faible, on va regarder si le plan d'action propose de manière assez musclée, avec des délais assez courts, avec un pilote qui soit clairement identifié, de pallier les points faibles et puis d'aller vers du progrès. Le troisième élément du dossier est finalement de plus en plus important. Ça semblait tout simple au début, c'était de dire on veut une lettre de couverture. Un peu comme dans les épreuves de patinage artistique, quand on dit il y a les figures imposées et les figures libres, on disait la lettre de couverture, vous en faites ce que vous voulez, c'est votre élément libre, vous pouvez remonter si c'est possible à la direction générale, à vous de voir ce que vous avez envie de mettre dedans. Et au fur et à mesure, on se rend compte que pour que les opérationnels puissent mettre en œuvre des pratiques d'achat responsable, il faut vraiment que ce soit devenu un projet d'entreprise, un projet transverse, que la direction générale ne soit pas juste en laisser-faire, mais qu'elle soit en soutien actif. Et de temps en temps, il y a besoin d'arbitrage, il y a besoin de solidarité avec la direction financière et sa gestion du cash et du paiement des factures fournisseurs, avec la direction juridique, comment est-ce qu'elle propose de bâtir les clauses contractuelles, est-ce qu'on est dans le rapport de force ou est-ce qu'on est dans des contrats équilibrés, est-ce qu'on va parler de la médiation ou comment on va gérer les litiges, etc. Voilà. Donc, ce sont des projets transverses. Ça donne l'occasion aux services achats de faire reconnaître leur professionnalisme et puis de pouvoir tisser des liens en interne dans un état d'esprit collaboratif et puis d'expliquer aux fournisseurs qu'ils peuvent leur faire un peu de crédit, un peu confiance sur leurs pratiques d'achat responsable et de clients éthiques et donc de pouvoir comme ça peut-être attirer des fournisseurs. J'ai rencontré récemment des personnes qui sont déjà dans une entité labellisée qui préparent leur renouvellement pour l'année prochaine et qui me disaient que c'était ça en fait leur souci, c'était de passer des messages aux fournisseurs pour obtenir des offres attractives. Donc il y a un véritable enjeu où l'acheteur n'est pas toujours dans la situation du bon côté du manche dans le rapport de force et il y en a qui ont besoin de passer des messages forts à la communauté des fournisseurs pour leur dire venez nous faire vos meilleures offres à nous plutôt qu'à nos concurrents ou qu'à d'autres. On a aussi les enjeux d'innovation. Certains viennent finalement d'un besoin d'innovation pour se dire oui, mais pour qu'un fournisseur vienne m'offrir à moi sa meilleure innovation plutôt qu'à mon concurrent, il va falloir que j'ai installé un climat de confiance, une bonne relation. Et puis d'autres sont partis plutôt assez spontanément, assez historiquement, avec des valeurs collaboratives. Et quand on leur demande mais quel est le bénéfice finalement, plutôt que de sortir votre gourdin et de taper sur la tête du fournisseur, souvent les exemples qu'ils donnent c'est on a bénéficié d'une offre innovante, on a pu développer ensemble quelque chose de plus efficace pour offrir à nos propres clients. Donc l'innovation elle est soit à l'origine, soit le bénéfice indirect des pratiques d'achat responsable, mais finalement c'est souvent lié quand on cherche à quantifier, à mesurer quel est le ROI de faire des achats responsables.
on passe souvent par le biais de l'innovation ouverte et de la co-innovation, du co-développement avec les fournisseurs. Je crois qu'avec les freelances, on dit la même chose, on dit il y a des compétences, il y a des niches très très particulières. Si on veut pouvoir en bénéficier en étant un acheteur, il faut avoir réussi à tisser des liens avec cette communauté, à être crédible, à avoir des procédures de référencement qui permettent d'être en relation avec des freelances, directement ou indirectement. Il y a aussi des dispositifs d'ingénierie comme la collab ou des plateformes qui bien sûr jouent leur rôle d'intermédiation, mais quand même il faut avoir pu communiquer et lancer ce message qu'on sera dans une relation respectueuse. C'est au moins la moindre des choses qu'on soit obligé de pouvoir tenir quand on est un acheteur et qu'on fait pas des coups et des mauvais coups ponctuellement, mais qu'on veut gérer une relation durable. Très bien, merci pour votre réponse. Donc du coup, quand vous parlez de fournisseurs, on parle bien sûr aussi des freelances. Est-ce que vous avez remarqué durant ces dernières années une évolution dans ces relations avec ces fournisseurs, avec ces freelances? Alors, j'anime en ce moment un groupe de travail qui était parti, c'est très intéressant la genèse, qui était parti sur comment bien cadrer, comment se faire une sorte de charte de bonne pratique pour bien gérer la sous-traitance et la sous-traitance en cascade. Et c'était venu, pas directement de freelance, mais presque, parce que c'était Synnov-IT, qui est quand même un syndicat qui regroupe beaucoup d'adhérents de toute petite taille jusqu'aux freelance, qu'ils appellent des ours, des indépendants donc qui ne souhaitent pas se mettre dans des grandes structures. Et puis, au bout d'un moment, on s'est senti dans une impasse, personne n'était motivé, et finalement, c'était pas leur rêve et leur idéal. Et donc, on a complètement viré notre cutie, et maintenant, c'est devenu les travaux pour rédiger un guide sur comment favoriser la relation directe entre les freelances, les TPE, les PME et les grands comptes. Et donc on a identifié à la fois les freins et toutes les recommandations positives, les bonnes pratiques et éventuellement le rappel de la loi quand c'est pertinent. On a quand même réussi en prenant à la fois en compte le point de vue du dirigeant du freelance, du dirigeant de la TPE, de la PME, et en prenant en compte en face dans la relation le point de vue du grand compte et des acheteurs dans les grands comptes, une cinquantaine de freins. Donc ça n'est pas si simple. Mais moi qui ai la chance d'être dans mon poste d'observation centrale depuis 9 ans, on voit des curseurs qui bougent. Alors voilà, il reste 50 freins à dénouer. Donc évidemment, c'est très compliqué. Et puis avant que toutes les planètes s'alignent et qu'on ait levé les 50 freins, évidemment, c'est un gros challenge. Mais j'ai la chance de voir des curseurs qui bougent, c'est-à-dire il y a des initiatives comme adhérer à la charte qui continue de se propager. Ça veut quand même dire qu'on privilégie la médiation, qu'on se met d'accord pour avoir un plan d'action, pour mettre en place des achats responsables, que dans les achats responsables, le premier engagement, c'est de payer à l'heure les factures. Bon, voilà, c'est quand même des problèmes auxquels malheureusement beaucoup de chefs d'entreprise sont confrontés, et même moi je l'ai été dans les quelques années où j'ai eu mon cabinet conseil. Donc on sait à la médiation que ça reste un irritant majeur. Bon. On a donc ça, on a Pacte PME qui reprend une bonne cinquantaine, je crois, de grands comptes, qui fait la promotion d'un certain nombre de fournisseurs, de PME. On a le Lab Pareto qui est né à l'initiative du Centre des jeunes dirigeants, qui propose des expérimentations humaines, individuelles, aussi bien à des responsables achats qu'à des dirigeants de petites structures. Ça pourrait très bien être un freelance, en se disant « vis ma vie ». Et du coup, on passe 2, 3, 4 jours ensemble, en étant l'acheteur accueilli par le dirigeant de la TPE-PME, et puis en l'accueillant dans l'autre sens. Et ce matin, on en parlait pendant la table ronde, de dire « Est-ce que vous savez comment ça fonctionne un grand groupe ? Est-ce que vous avez eu l'opportunité, la possibilité d'être à l'intérieur d'un grand groupe pendant quelques heures, pas seulement dans le box de négociation, ou à votre bureau si vous faites une mission sur site, mais qu'on vous explique, qu'on vous fasse toc toc toc, tiens regarde là c'est le service juridique,
tiens, là, il y a la comptabilité, ou justement, tu vas pas la voir, tu vas rire parce qu'ils sont en Roumanie ou je sais pas où. Enfin, voilà. Et puis là, il y a la direction générale. Et là, on comprend mieux, finalement, même physiquement, quoi, comment sont positionnés les achats par rapport au reste de leur entreprise. On les voit pas que dans le box de négociation pour aller faire la dernière discussion sur le prix. Puis on se rend compte de ce que c'est que de faire un dossier, un cahier des charges, le temps que ça prend, toutes les discussions qu'il faut avoir en interne avant que ça n'arrive auprès des fournisseurs. Donc c'est très concret, très intéressant, très humain, mais c'est bouleversant en fait pour ceux qui ont la chance de vivre ça. Voilà, donc moi je vois un curseur qui bouge, beaucoup de bonne volonté, des gens qui changent leur processus. Et par exemple, quand ils candidatent au label, comme j'ai expliqué tout à l'heure, comme ça doit être un projet d'entreprise, eh bien finalement, ça casse les silos. Ils sont obligés de se connaître, ils ont un objectif commun, solidaire, dans un certain tempo. Ça aussi, ça met de la pression. Et de se dire, quand par exemple j'avais mes conditions générales d'achat qui étaient déséquilibrées, que j'avais l'habitude d'imposer à mes fournisseurs, oui, mais quand je candidate au label, ça va pas passer. Et du coup, quelque chose sur lequel soit je n'ai jamais travaillé, soit je n'ai jamais réussi à obtenir de la direction juridique qu'ils me bâtissent des clauses plus équilibrées. Là, je vais leur dire, attends, je suis à 85% dans la démarche d'obtenir le label. Il me manque ça. On m'invite en soutenance au comité d'attribution le mois prochain. Vite, quoi. Il faut qu'on y travaille, il faut qu'on se pose ensemble, il faut qu'on fasse ce travail qu'on n'a pas fait depuis des années. Alors je parle de ça, ça peut être les mesures de prévention de la corruption, hein. Il y a quand même des entreprises dans lesquelles ce sujet est délicat, et plus qu'on ne le croit, ou plus qu'ils ne veulent l'avouer. Bon, on parlait des délais de paiement tout à l'heure, enfin voilà. Donc ça permet aussi une certaine dynamique, une certaine pression. Alors certains font juste labelliser un état de l'art, et d'autres, en candidatant, améliorent leur pratique. Voilà. Donc c'est ça que j'observe, quoi. Donc il y a des positions qui bougent. Aujourd'hui, j'ai refait le compte il n'y a pas très longtemps. 44 labellisés, on se dit 44, c'est pas beaucoup. Il y a 3-4 millions d'entreprises en France. 44, de quoi est-ce qu'on me parle? Oui, mais si je compte les portefeuilles achats, donc en fait le business qui est derrière, c'est 120 milliards d'euros d'achats. Ça commence à jouer, quoi. 120 milliards d'euros d'achats qui ont été évalués, c'est pas une garantie à 100%, qui ont été évalués à un certain niveau à la fois de maturité et de volontarisme, puisqu'il y a le plan d'action pour améliorer les choses, qui sont convaincants. En tout cas, il y a un pilote, j'allais dire dans l'avion, comme on est à Toulouse, il y a un pilote, il y a une volonté, il y a des choses qui sont déjà probantes, et puis il y a une dynamique qui va continuer. Chers auditeurs, voici venu le moment des questions tempo. Une question, 2 réponses possibles, c'est parti. Si je vous dis freelance ou salarié? Alors, moi j'avais fait le choix freelance. Freelance, c'est de l'expertise, de la flexibilité, une concentration sur sa mission, et puis du coup cet attachement à produire sa mission. Bon. Un salarié, c'est une vision qui pour moi est quand même plus sur du long terme, avec une préoccupation d'intégration et de suivre en fait des changements politiques éventuels. Maintenant, si je vous dis télévision ou radio pour l'information? Je crois que la télévision, ça finit par ronronner, tourner en boucle. Il me semble que la radio peut être quelque chose où à la fois on est peut-être en train de faire autre chose, on va pas s'asseoir pour écouter la radio, et en même temps on écoute, et donc on peut avoir un esprit presque plus à s'imprégner en n'étant pas distrait par l'image et à vraiment entendre les messages. Dernière petite question, accent parisien ou accent toulousain? Alors, moi j'adore depuis hier soir l'accent toulousain que je repère avec quelques-unes des personnes avec qui j'ai discuté. Moi je crois que j'appuie sur les A, donc apparemment c'est plutôt mes origines normandes, et donc je n'entends pas l'accent parisien, il n'existe pas. Du coup, toulousain.
Bon, on va revenir dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans le monde du freelancing, des personnes qui ont un vrai talent et qui pourraient être une vraie valeur ajoutée pour les grands comptes. Comme on en a parlé, comme vous en aviez parlé aussi à la table ronde, c'est vrai qu'il est difficile aujourd'hui pour un freelance de rentrer en contact direct avec ses grands comptes. Ça, c'est le problème qu'on constate aujourd'hui. Comment vous imaginez le futur de cette relation, de cette évolution freelance-grand compte? Alors, quand on a fait ce groupe de travail, je crois qu'aujourd'hui, un certain nombre de directions achats pourraient encore prétendre qu'elles ne veulent pas se préoccuper de ça, que c'est anecdotique, que c'est pour des achats très particuliers, qu'elles peuvent s'en passer et continuer de recourir à leur structure et à leur modèle de procédure de référencement, par exemple, usuel jusqu'à maintenant. Sauf que quand on a des informations sur la prospective et le développement, à la fois sans doute pour des raisons générationnelles, et puis tous ces métiers qui explosent, tout le numérique qui fait qu'on invente des choses maintenant tous les matins et qui sont autant de niches. Voilà, les éléments de prospective nous disent que ça va tellement se développer que je pense que toute direction achat, dans un avenir donc plus ou moins proche, mais va y être confrontée et va devoir le gérer. Donc à ce moment-là, on a identifié un certain nombre de solutions. Certaines existent depuis longtemps, mais pas très utilisées. D'autres sont vraiment en train d'émerger. Alors je pense au groupement, pour penser à celles qui sont anciennes. Quand j'entends parler de la collab, j'ai presque l'impression que ça rentre un peu là-dedans, en se disant, voilà, on continue d'exister chacun indépendamment, et en même temps, on a trouvé qu'un collectif, ça nous rendait plus fort. On a les plateformes, mais il n'y a pas de définition juridique de ce que c'est qu'une plateforme. Donc, on s'est rendu compte que dans le guide, on rendrait un grand service en expliquant aux acheteurs, attention, et puis je crois aussi finalement aux freelances ou aux TPE qui vont se faire inscrire sur des plateformes, attention, chaque plateforme peut avoir la définition de sa valeur ajoutée et de la largeur en fait de l'offre qu'elle couvre. Est-ce que c'est un annuaire type page jaune ou est-ce que c'est avec du sourcing, de la qualification, une sélection? Est-ce qu'elle va prendre à sa charge une certaine responsabilité sur la bonne fin de la mission ou pas? Voilà, donc il faut savoir finalement quand on compare deux plateformes, elle s'appelle plateforme, mais méfiez-vous. Enfin, c'est pas forcément la même prestation de service. Et puis il y a le portage salarial, portage commercial. Les choses n'étaient pas si claires quand on a fait la réunion de groupe là-dessus. Donc je pense là aussi qu'il y a un besoin de pédagogie. Voilà. Donc je pense que c'est incontournable pour tout le monde à plus ou moins moyen terme. Donc certains sont déjà, on le disait ce matin, en train de faire des appels d'offres sur ces solutions-là. D'autres ne se croient pas encore concernés, mais ils seront inévitablement. Et deux, on a des nouvelles pratiques, donc il faut être curieux, être attentif, faire de la veille, essayer de comprendre, poser des questions. Voilà, donc je pense que tout le monde va être concerné. Donc aujourd'hui, la Mêlée Numérique a organisé une journée spéciale consacré uniquement aux freelances. Donc vous avez dû échanger avec différents interlocuteurs. Suite à la table ronde aussi, vous avez pu parler vraiment du freelancing. Aujourd'hui, si vous aviez le pouvoir d'améliorer quelque chose dans l'écosystème du freelancing, qu'est-ce que vous changeriez? Qu'est-ce que vous optimiseriez? Je crois qu'il y a une question de confiance finalement installée, de dialogue, C'est vrai que quand j'entends parler des ours, ça me fait un peu de la peine. Enfin, j'ai l'impression que derrière, il y a quelque chose qu'on pourrait peut-être adoucir, ou on pourrait peut-être faire qu'ils soient moins seuls dans la forêt à devoir se bagarrer pour leur survie. Je crois que cette dimension comme des rencontres que vous faites aujourd'hui, comme vous avec la collab, mais en donnant un mode d'emploi où ils vont à la fois pouvoir garder leur identité très personnelle et en même temps on va pouvoir les accueillir. Voilà, je crois que ça serait ça la baguette magique.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On arrive bientôt à la fin du podcast. Voici 2 questions que l'on a l'habitude de poser à nos invités pour conclure nos échanges. Quel serait le meilleur conseil que vous donneriez à un freelance ou futur freelance pour être heureux ? De sortir de la forêt et d'aller à la rencontre d'autres freelances. Et donc dernière question, donc pour le mot de la fin, on aime bien connaître votre citation, votre mantra qui vous reflète. Alors je crois que je ne vais pas le dire parfaitement, mais c'est du Saint-Exupéry, il me semble, disant que si on veut donner la passion de la mer, il ne faut pas forcément montrer les plans d'un bateau, mais il faut parler de la navigation et de la mer. Voilà. Donc c'est se dire, parlons du projet plutôt que de la technique. Après le bal, comment peut-on suivre votre travail, Françoise ? Alors tout ce que nous faisons a vocation de service public, donc c'est publié soit sur le site de la médiation des entreprises, soit sur ce site partagé avec le Conseil national des achats, www.rfar.fr. Et puis mon adresse mail, francoise.odolant, finance, avec un s.gouv.fr, ou mon numéro de téléphone, 06. Non, vous ne saurez pas tout. Merci beaucoup Françoise d'avoir fait tomber le masque en acceptant de rejoindre le bal et nous vous disons à bientôt. Est-ce que vous avez un mot à rajouter pour conclure ce podcast ? Merci infiniment de m'avoir invitée à Toulouse. Merci de m'avoir accueillie dès hier soir et que j'ai pu voir cette ambiance et tisser ces liens, avoir toutes ces discussions et puis cette table ronde et ce prolongement avec ce podcast. Merci énormément pour votre très chaleureux accueil. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour rappel, ce podcast a été enregistré lors de la journée du freelance, organisée par Freelancer lors de la mêlée numérique à Toulouse. Une journée spécialement consacrée à l'écosystème du freelancing en Occitanie. Je remercie encore Françoise de s'être prêtée à l'exercice en partageant avec nous son point de vue qui nous a éclairé sur la relation grand compte freelance. Une relation qui est souvent compliquée pour nous en tant qu'indépendants d'appréhender. Si vous avez aimé ce podcast et en attendant le prochain épisode, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce sont vos étoiles qui motivent les chefs d'orchestre à enregistrer leur épisode. C'était Sarah en direct du bal local. À bientôt!